On peut officiellement le dire, ça a été la surprise du chef le 18 mars dernier. Alors, on s'y attendait. On n'a rien vu venir, on s'y attendait. Pas du tout, alors que le regard des uns et des autres était rivé, tourné vers Luanda. L'histoire, elle, s'écrivait à Doha. Au Qatar, Félix Tshisekedi face à Paul Kagame. Entre les deux, l'émir du Qatar, Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission Dites-nous la vérité qui va essayer de décortiquer cette actualité brûlante de l'heure ici en République démocratique du Congo. On essaiera également de parler de cette sortie, énième sortie de Joseph Kabila. On a terminé, on n'en compte plus tellement il commence à beaucoup parler sur la situation de l'heure, sur la situation sécuritaire ici au pays. Pour parler de tous ces sujets et de bien d'autres, recevez avec moi un homme qui a traversé le temps, mais également les époques. J'ai le plaisir de recevoir l'ambassadeur André Ala Atundu Liongo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. C'est pas faux, vous avez traversé le temps et les époques. Comme vous. Non, mais pas moi. Moi, je n'étais pas là du temps de Mobutu, je me rappelle plus. Mais vous avez traversé Moussé, Joseph, maintenant. Mais vous, ça remonte, vous avez pratiquement assisté à la c'est en fonction de l'âge, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est en fonction de l'âge. Et des fonctions que vous avez eu à occuper, quand même. Aussi. Alors, le mardi dernier, où est-ce que vous étiez quand vous avez appris que le président Tshisekedi avait enfin rencontré Paul Kagame? Vous étiez où? Vous faisiez quoi? J'étais à la maison. J'ai reçu une petite note. Et puis, quelques temps après, j'ai vu le communiqué. Si on ne veut pas être indiscret de la part de vos collaborateurs, la petite note venait de qui? De l'Union Sacrée? Bon, malheureusement, c'était par le réseau social? Malheureusement, j'ai l'habitude de ne pas dévoiler mes sources. Mais j'avais l'information et la confirmation par le communiqué de l'émir. Après, Kigali a fait son communiqué, Kinshasa a fait aussi son communiqué. Et le Qatar aussi avait fait le communiqué. Non, c'est le Qatar qui a commencé. Par affaire, vous étiez quand même surpris. Vous y attendez, vous? Est-ce que vous aviez de brins de soupçon qui avait une rencontre? Je vais vous dire la vérité. J'étais agréablement surpris que ce secret ait été gardé aussi longtemps pour ne pas hypothéquer la rencontre. Ça, c'est ma belle surprise. Donc, selon vous, le processus avait déjà commencé, Tshisekedi, par exemple, savait qu'il allait rencontrer Paul Kagame depuis un temps? Non, mais j'imagine. C'est pas par hasard. Ils se sont pas rencontrés, l'un allant vers Bruxelles, l'autre allant vers Pékin. Ils ont convenu de se rencontrer là-bas sous la présidence de l'émir. Et Luanda, c'était une diversion, d'après vous? Non. La paix ne viendra pas d'une seule rencontre, même s'il y a des rencontres plus importantes les unes que les autres. La paix viendra de plusieurs rencontres. Si les principes sont, on va dire, déterminés à Doha, mais les modalités d'application le seront peut-être à Luanda. On voit quand même, on parle d'abord de la forme. Déjà, le départ de Tshisekedi, c'est la première fois que le président, en tout cas l'une des premières fois, rare fois, que le président fasse une telle sortie du pays sans que l'on ne soit au courant. Certains disent qu'il est sorti sur la pointe des pieds, presque en catimini. Vous êtes de cet avis-là? Il avait besoin de sortir en cachette comme ça? Le président n'est pas sorti en catimini, parce que ne sort en catimini que celui qui est hors la loi ou qui craint d'enfreindre la loi. Il est sorti en toute discrétion, comme l'exigeait l'importance de l'enjeu. Et donc, il est important que tout le monde ne sache pas tout. Parce que tout le monde n'est pas à la hauteur de garder un secret. Mais il nous a tellement habitués à tout dire, il a changé. Partager avec nous. Il a changé. Il a changé. Il a changé. Cette stratégie a montré ses limites. Quelle stratégie? De tout dire, de tout nous dévoiler, nous parler. Toute stratégie a une limite. Mais il faut savoir l'employer dans quel cadre. C'est tout.
quand il faut annoncer aux gens, ouais, je vais en visite officielle en Chine. Mais lorsque je vais négocier, par exemple, les armes ou rencontrer un adversaire controversé, eh bien, je l'annonce pas. Est-ce qu'il n'avait pas eu peur de l'opinion publique congolaise, de cette pression, justement, de cette opinion à qui il a eu à dire tellement de choses? Je ne parlerai pas avec Kagame, si c'est né au ciel. Ce côté-là, extrémisme de certains d'entre nous, est-ce qu'il n'a pas eu peur de ces gens-là? Il se dit, j'y vais, et puis après... Mais c'est le même président qui a dit, mon vrai interlocuteur, c'est Kagame. Non, il nous a habitués à dire donc, son contraire. Donc, non, c'est une évolution. Tant que Kagame n'accepterait pas sa responsabilité, eh bien, je ne pourrais pas lui parler. Maintenant que Kagame a accepté ses responsabilités sur l'agression et la situation déplorable que vit la partie est de la République, eh bien, c'est la personne convenable pour discuter, eh bien, c'est ce qui est arrivé. Est-ce que ça prouve à suffisance que l'extrémisme, le populisme ne paye pas? Il faut ça, ce sont des jugements à l'emporte-pièce. Je ne sais pas à quel propos vous faites allusion. Quand jamais. Oui. Quand on a entendu certaines personnes l'appuyer dans ce sens-là, Le président est comme vous et moi. Il jouit de la liberté constitutionnelle accordée à tout le monde. Donc, il peut dire jamais. Sa parole est sacrée. Hein. La vôtre aussi. Non, mais sa parole, la présidente, je ne suis pas mais président de la République. Qu'est-ce qu'il a dit jamais? Sa parole engage tellement. Qu'est-ce qu'il a dit dans jamais? Jamais je ne parlerai avec Kagame si c'est né au ciel. On se je vous dis qu'il y a eu non. C'était Qatar. Non. Pourquoi il avait dit ça? Parce que Kagame niait ses responsabilités dans l'agression. Alors, à partir du moment où Kagame reconnaît qu'il est responsable de cette agression, eh bien, la personne la mieux indiquée pour en parler et y mettre fin, c'est Kagame. Et voilà pourquoi ce jamais-là signifie toute chose étant égale par ailleurs. Eh bien, comme les choses ont changé, il est normal que le président ait une situation conforme aux intérêts de la République. Donc la rencontre de Doha le mardi dernier, c'est un aveu de culpabilité de Kagame. Comme vous le dites. Ça, d'abord, cette rencontre est une avancée majeure dans le combat diplomatique opiniâtre que mène le président pour le recouvrement de l'intégrité de notre territoire, pour la protection de nos ressources et de nos populations. Mais, comme vous dites, beaucoup plus importante est la signification de cette rencontre. Aveu. L'aveu de Kagame dans ses responsabilités dans la guerre, l'aveu de Kagame de l'impuissance de sa diplomatie et de sa communication prétentieuse qui ignore les faits pour tromper l'opinion. C'est aussi l'aveu que les sanctions, contrairement aux apparences, l'ont touché de plein fouet. Enfin, c'est aussi l'aveu, contrairement à l'image qu'il voulait donner du président Tshisekedi, c'est que sur le plan diplomatique, le président Tshisekedi l'a battu. Et que les différents voyages du président de la République sont en train de porter leurs fruits aujourd'hui. C'est nouveau. On avait tort de dire qu'il voyageait autant. Voilà. Non, voilà. On avait quand même raison. Non. Vous avez tort. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas pourquoi quelqu'un peut voyager un dimanche. Dimanche, jour de repos. Qui décide, je vais aller rencontrer tel monsieur. Et vous dites, bon, c'est un voyage touristique. Il va en Allemagne, c'est un voyage touristique. Il va en Belgique, il revient, c'est un voyage touristique. Il va en Chine, c'est un voyage touristique. Et maintenant que les résultats sont perceptibles depuis un certain temps, eh bien, tous les critiqueurs se taisent et sont prêts
à prendre part à la victoire. Non, la diplomatie est une activité sournoise, c'est-à-dire souterraine. Il faut lui laisser le temps qu'il faut. Sournoise et souterraine, c'est pas la même chose. Oui, oui. Oui. Sournoise. Sournoise, c'est-à-dire souterraine, bien que sournois a une connotation malveillante, mais disons souterraine. Tshisekedi qui quitte le pays, allez, vous avez refusé le mot catimini en toute discrétion, qui part, qui rencontre Kagame, qui revient, il nous doit des explications, il doit au moins nous dire qu'est-ce qui a été dit. Au-delà de ce communiqué qui déclare un décret ainsi sur les feux, mais on veut vraiment savoir si le président de la République a dit à Paul Kagame, tout ce que vous avez prédit, il nous doit ça. Quand vous dites nous, c'est qui? La population congolaise. Non. Nous qui sommes embarqués dans tous les fronts médiatiques, diplomatiques, militaires, nous avons culturels, le président, et que sais-je encore. Le président va juger s'il estime nécessaire de s'exprimer devant le public ou s'il estime nécessaire de le dire aux représentants du peuple. Non, non, il nous doit ça, parce que l'engagement là, il n'y a pas non, parce qu'il ne peut pas tout dire. Il nous doit ça, c'est toute la population qui offre. Il ne peut malheureusement pas tout dire, parce que tout le monde n'est pas capable de supporter et d'assumer les décisions. On a bien supporté, c'est jamais, 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 hein. On veut bien qu'ils nous disent, hein. Mais je viens de jamais, vous, jamais. je vous explique. On l'a bien entendu, je vous explique ce que ça veut dire jamais. Je vous oui, on l'a compris, mais on l'a quand même alors maintenant là, qu'il a eu à parler, d'abord, lavez-le d'abord de ses péchés factices, hein, quand il a dit jamais, cela ne veut pas dire jamais. Jamais, cela veut dire toute chose étant égale par ailleurs, je le répète. Et donc, aujourd'hui, comme les choses ont changé, jamais a une autre connotation. Voilà. On est d'accord. Maintenant, après Doha, le président doit nous dire qu'est-ce qu'il a dit à Paul Kagame. Et il y a des canaux pour ça. Il n'a pas besoin de nous parler que... Il y a des canaux pour ça, pour s'adresser au public. Il nous doit des explications, oui ou non? Non, le public doit être informé, certainement. D'ailleurs, il est déjà informé, parce qu'il y a un communiqué de la présidence qui a dit, le président est allé rencontrer Kagame à Doha, ils ont discuté de la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat, sans conditions, des conditions, etc., etc. Le public est informé. Mais il attend plus, ce public-là. Oui, mais on peut pas dire et tout là, ce que... On ne peut pas dire tout ce que le public attend. Mais pourtant, vous savez, c'est sur base de ça que tout le monde je vais vous donner un exemple de notre histoire. Monsieur Mokolo, l'ambassadeur Mokolo, a mené les négociations de normalisation de relations avec la Chine pendant 2 ans. Personne n'était au courant de rien, personne ne disait rien. Seul le président l'a annoncé dans un meeting. Là, vous parlez de Mobutu. Oui. Autre époque, autre mœurs. Mais donc, il doit gérer. Il doit gérer... il doit gérer ou il doit cacher? Non. Il doit gérer l'époque actuelle en préservant les intérêts majeurs et bien compris de la République. Parce que, parmi les gens qui sont là, que le président vous dise, je suis arrivé, j'ai souri à Kagame parce qu'après tout nous sommes des frères, il m'a servi du thé, moi aussi j'ai servi. Mais les gens ne vont pas le comprendre. Ah oui, on va pas le comprendre, surtout s'il dit ça. Donc on va à l'essentiel. On va à l'essentiel. Dépassons l'événementiel, c'est arrivé, analysons le communiqué du chef de l'État et voyons la suite des événements. Un communiqué presque laconique. Oui. Presque laconique. Mais l'enjeu... On parle d'une rencontre qui a duré, c'est certains confrères, 45 minutes, oui, tête à tête. Donc on suppose que, comme on l'a dit tout au début, ce retrouvaille ou ce tête à tête était prévu, parce que ça s'est pas fait en un jour. On est en train de supposer, ça c'est par exemple des questions qu'on pourra poser au chef de l'État pour savoir si c'était à l'improviste ou c'était une rencontre qui était déjà prévue, de combien de temps et tout ça là. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement? Est-ce que la situation sécuritaire ou la résolution de la situation sécuritaire en RDC a atteint une autre étape?
une autre phase qui dépasse largement la sphère africaine et congolaise? Je pense que la rencontre de Doha ouvre une perspective nouvelle. La perspective d'un autre processus sous la responsabilité d'une personnalité internationale ayant l'accord des deux parties de base pour ouvrir enfin ce dossier. Parce que, ne nous cachons pas, parmi les raisons, ou je dirais même la raison fondamentale de la guerre que nous mène Kagame, c'est une guerre d'occupation territoriale, compte tenu de ses prétentions disant que le Rwanda était plus grand que le Rwanda actuel et qu'une partie se trouvait au Congo. Et c'est donc, plus une guerre économique? Non, ça c'est une motivation. Il y a des prétextes. La motivation économique, pillage de nos ressources, etc. Motivation territoriale, transplantation clandestine et on va dire sournoise des populations. Hein? Et puis, hégémonie. Hégémonie, avoir un leadership sur le Congo. Voilà. Alors maintenant que nous connaissons cette philosophie du président Kagame, qui est en fait la philosophie du FPR, eh bien, il faut casser les œufs pour faire des omelettes. On les casse comment, justement? D'abord, en ayant recours aux partenaires internationaux qui sont à la base de notre situation à l'indépendance, c'est-à-dire la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. C'est eux qui avaient déterminé les frontières en ce moment-là. Ça, c'est un. Deux. Recourir à eux, on va y aller lentement parce qu'on doit vraiment comprendre. Recourir à eux pour faire quoi? Redessiner la carte? Non. Redonner, Ils vont nous déterminer l'authenticité de cette décision. La frontière passait par ici, la frontière passait par là. OK. Base de discussion. D'autant plus que, dans leur sagesse, les pères de l'OUA avaient jugé nécessaire de consacrer les frontières héritées de la colonisation pour que l'Afrique ne soit pas fragmentée par des guerres ethniques. Et éventuellement, que l'Afrique ne soit une républiquette des ethnies. Parce que aujourd'hui, tu sais, Kagame dit qu'une partie du Congo faisait partie du Rwanda. En toute hypothèse, accordons-le lui. Mais pourquoi commencer ici? Puisque l'Ouganda aussi faisait partie du Rwanda. Une partie du Rwanda. Pourquoi? Et le Burundi? Ne peut-on pas dire que faisait aussi partie du Rwanda? Donc, c'est une philosophie, une politique néocoloniale qui n'est pas de nature à servir les intérêts bien compris de l'Afrique. Donc, il y a déjà le premier point, comment arriver à casser? Il faut recourir à la France, à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne? Non, il faut d'abord déterminer les personnes ressources, si je puis dire. Voilà, les personnes ressources. Donc, nous avons ces trois-là pour la frontière. Authentifier ces frontières. Il ne s'agit pas de créer des frontières, authentifier ces frontières. OK. Il faut appeler un représentant de l'Union africaine. Amenez-nous les documents. Voilà. Nous avons dit, les pères avaient dit ceci, ceci. Bon. Il faut recourir à l'histoire. Quelle est l'histoire de l'immigration rwandaise au Congo? C'est très important. Parce qu'il y a eu transplantation du temps colonial, pour une raison ou une autre. À Massissi, à Otjuru, au Chaba, etc. Mais il y a aussi envahissement par fuite des violences en 58 et plus tard 90, etc. Ça,
le peuple doit connaître l'histoire. Et comment nous les avons accueillis? Eh bien, c'était des réfugiés à qui nous avions accordé notre hospitalité. Ça, c'est très important. Deuxièmement, il faut que le peuple connaisse l'histoire de l'acquisition de la nationalité congolaise par les réfugiés et les transplanter. Alors là, nous arrivons en 71, la loi dite Bisengimana, qui a accordé la nationalité collective, n'est-ce pas, à ces réfugiés-là, de Rutshuru et de Masisi, qui se sont identifiés plus tard comme Banyamulenge, etc. Mais c'était des réfugiés. Et pour leur faciliter les choses, ils ont intégré tout le système de la République. Mais cette intégration ne signifie pas infiltration. Pourquoi? Parce que les réfugiés qui étaient intégrés ne travaillaient pas pour le Rwanda, ne travaillaient pas pour le régime d'Abiyarimana. Ils se sentaient à l'aise congolais, on a connu ici le Kaïga, etc., le Bisengimana, etc. Ils travaillaient pour le Congo. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le cas des mêmes personnes non. Les choses ont changé dans les années 90, lorsque le FPR a pris la décision de prendre le pouvoir à Kigali et de porter secours, entre guillemets, à tous les... La minorité Tutsi. Non. À tous les groupements de Tutsis qui soient ici, particulièrement au Congo. Alors, ça c'était le vice. Parce que le Rwanda, c'est un pays de deux ethnies. On peut pas chasser l'une, forcément. Il y a trois ethnies d'ailleurs. Malheureusement, on ignore les Tois. Il faut intégrer les Tois aussi. Les Tois, les Pygmées, sont des Rwandais. Et le président Kagame feint de l'ignorer pour manifester une âme, compatissante aux soi-disant atrocités subies par les Tutsis. C'est pour cela que j'ai dit, il faut faire l'histoire de leur arrivée ici et l'histoire de l'hospitalité que nous leur avons offert. Si le président ou la République a eu des problèmes avec le pouvoir Hutu de Abiyarimana, comment s'appelle, Grégoire Kayibanda, et un peu au début avec Abiyarimana, c'est à cause de l'hospitalité offerte aux Tutsis. Donc, qu'aujourd'hui, on accuse le Congolais ou le Congo de poursuivre les Tutsis, de stigmatisation. Non, ça n'existe pas. Mais il faut pas socialiser la faute de deux individus. Nous pouvons nous battre, et puis, dis donc, les gens de Lemba, ils viennent soutenir Élysée, les gens de Matongé viennent soutenir Matongé. C'est un problème. Non. Ça, c'est malhonnête. Je vous ai laissé parler parce que moi, je trouvais que c'était important. Il fallait vraiment que vous puissiez, dans un premier temps, expliquer. Mais dans ces explications, vous restez dans une... Là, c'est comme si le conflit se limitait juste au niveau de la région ou de la sous-région ou de pays. Non, parce que vous ne m'avez pas laissé. Justement, maintenant là, je veux aller. Est-ce qu'aujourd'hui, la guerre qui sévit en République démocratique du Congo n'est pas une affaire congolo-congolaise, comme on nous l'a dit le président, l'ancien président Joseph Kabila, parce qu'on tient à rappeler à ceux qui nous suivent que pendant que Tshisekedi et Kagame étaient à Doha, le président Kabila était reçu par Thabo Mbeki et dans son interview, il a notamment dit qu'il ne faut pas être dans le déni. Il faut que le Congolais accepte de dire que le problème qui se passe au Congo, c'est d'abord un problème congolo-congolais. Vous savez, la position du président Kabila prête à questionnement. C'est nier, présenté de cette façon-là, c'est nier l'implication de Kagame et du Rwanda. Implication établie de toute évidence par des rapports objectifs. Donc,
c'est une appréciation, on va dire, asymétrique, qui ne tient pas compte de l'implication du Rwanda dans la guerre actuelle, qui ne tient pas compte de la volonté du Rwanda d'occuper, ou de Kagame, d'avoir une hégémonie sur notre pays en venant avec les gens de l'AFDL. C'est lui qui est dans le déni, vous pensez? Comment donc? C'est le président Kabila qui est dans le déni quand il refuse d'intégrer le Rwanda dans le conflit actuel ici. Mais il faut intégrer le Rwanda. Le Rwanda fait partie du problème. Le Rwanda fait partie du problème. Et ce qu'on appelle question congolo-congolaise, quand on creuse, c'est quoi? Ce sont les velléités du Rwanda portées par les Congolais. Ça, c'est inadmissible. Voilà pourquoi je dis le nationalisme, le civisme dans notre cursus scolaire est important. Il faut qu'on sache que notre terre est notre terre. Mais ceci d'abord. Il en manque, lui, le civisme, Joseph Kabila? Aujourd'hui, on n'a pas de civisme. Non, je parle de lui. On parle d'un ancien. Quand vous dites il faut avoir le civisme, il dit que c'est pas le Rwanda, c'est un problème congolais. Vous pensez que Kabila, il n'est pas patriote, il manque du civisme, il manque de l'amour pour son pays? Je constate que cette position-là n'est pas correcte historiquement. N'est pas correcte historiquement et elle n'est pas correcte non plus ontologiquement. La guerre, aujourd'hui, c'est une affaire congolo-congolaise. Mais comment justifier que le Rwanda ait 3000 à 4000 personnes? Comment justifier l'équipement ultramoderne de la rébellion? En sachant que, par exemple, leurs dirigeants sont sous sanctions internationales. Comment? Deus ex machina? Donc, c'est ça. Et je pense, vraiment, en toute honnêteté, que le président Kabila, en tant qu'ancien président et sénateur, a le cadre qu'il faut pour s'exprimer et expliciter sa pensée. Quel est ce cadre? Vous l'avez poussé à l'exil, c'est le Sénat. Sacré. Non, je dis c'est non. Vous savez, dans la vie, il faut assumer, il faut savoir assumer son statut. Moi, j'ai un statut d'homme politique. Eh bien, j'ai fait une déclaration à l'époque de Mutsebusi, eh bien, qui a été mal comprise par le pouvoir. 15 jours après, on m'a arrêté. Mais avant qu'on m'arrête, je savais qu'on me recherchait et que j'avais la possibilité de fuir. Pourquoi je n'ai pas fui? Je préférais affronter la réalité qui va révéler la vérité. Donc Kabila n'a pas été courageux, en fait. C'est vous qui le qualifiez ainsi. Non. C'est vous qui le qualifiez ainsi. Il n'a pas voulu affronter la réalité. Non, je dis, il faut assumer. Il n'a pas voulu assumer. Il faut assumer. Ce n'est pas à moi de dire qu'il n'a pas voulu, mais je dis, il faut assumer. Il faut assumer. Donc il aurait dû tenir le propos ici au pays. Normalement. Ici, au pays et en français. Parce que tenir une interview en anglais, on voit l'auditoire. C'est les anglophones, les Américains, un coup d'œil, etc. Mais en français. Non, il est pas en français. C'est quand même l'ex-président d'un grand pays, le premier pays francophone. Comme dirait l'autre, that's the question. Mais vous avez une petite idée, parce que vous, comme je dis, vous avez traversé le temps, les époques, vous avez eu à travailler avec lui. Est-ce que c'est pas parce qu'il se sent mieux, il se sent plus à l'aise en anglais qu'en français qu'il s'exprime ainsi, quoi? Donc, le fond reste pareil. Vous connaissez le premier ministre chinois, Chou En-lai, qui était premier ministre du temps de Mao. Il avait étudié en France, il s'exprimait admirablement en français. Mais pour les interviews officielles et les interprétations, c'est en chinois. Quitte à corriger, il dit non, ceci ne veut pas dire cela. Mais il le dit en chinois. Voilà. Dans le cas de Joseph Kabila, il aurait donc pu parler non, il aurait dû. Parler en swahili, alors pas nécessairement en français. Mais notre langue officielle, c'est le français. Une de nos langues vernaculaires, effectivement,
c'est le Swahili, le Kikongo, le Lingala ou le Chiluba. Si c'était exprimé en Swahili, en Chiluba, en Kikongo, mais en anglais. Vous qui l'avez côtoyé, pourquoi il choisit l'anglais en lieu place du français? Il faut lui poser la question. Mais vous l'avez côtoyé, je commence à dire, vous avez travaillé quand même avec Kabila. Oui, mais je n'étais pas maître de sa volonté. Quand il vous dit, venez à Kingakati, vous y allez. Quand il vous dit, venez à GLM, vous y allez. C'est lui qui décide. Ah, vous n'aviez pas un mot à dire? Bon, on va pas faire l'histoire. C'est celui qui invite. C'est lui qui invite. Je veux dire ceci, qu'il est, comme vous et moi, le libre arbitre de sa volonté. C'est ça. Kabila qui dit, parce que tout à l'heure vous avez dit, aujourd'hui le Rwanda fait partie du problème, ici en République démocratique du Congo. Kabila lui dit, Tshisekedi est le problème et Tshisekedi est la solution. Vous partagez cela? Tshisekedi est la solution? Et le problème est à la fois le problème et la solution. Ça veut dire quoi? Mais Tshisekedi, c'est le chef de l'État en fonction. Moralement, tous les problèmes qui se posent au Congo sont de sa responsabilité. Moralement, la recherche des solutions à tous les problèmes qui se posent au Congo sont de sa responsabilité. C'est ainsi que je comprends. Oui, il serait à la base de tout ce qui se passe ici au pays. Quand on entend Joseph Kabila, c'est une grande responsabilité. Tshisekedi, à quel âge? Tshisekedi est dans les responsabilités depuis quel âge? À l'accord global inclusif qui a donné naissance à un gouvernement de transition, Tshisekedi n'était pas là. Tshisekedi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il n'était pas là. Quand on a fait la constitution de la transition, Tshisekedi n'était pas en fonction. Pendant les 18 ans de Kabila, Tshisekedi n'était pas en fonction. Donc, si vous dites qu'il est à la base, ça signifie qu'il était hors la loi. Or, vous savez que l'honneur des Tshisekedi, le papa et le fils, c'est d'exercer l'opposition dans la légalité. Donc, je crois que c'est exagéré et même incompréhensible de dire que Tshisekedi est à la base de tous nos problèmes. Parce que c'est ignorer la base de nos problèmes. Nos problèmes ne proviennent pas de maintenant et ne sont pas aussi simples. Est-ce que vous savez qu'au Kivu, il y a des ethnies qui sont des alliés des Tutsis ou des Hutus pour combattre les Tutsis? Souvenez-vous, l'histoire du pays, les relations entre les Houndés et les Tutsis, c'est dû à quoi? Donc, le président, je crois que le président Kabila, soit ignore certaines réalités, soit passe sous silence ce qu'il sait. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le fait qu'aujourd'hui que l'ancien président puisse parler contribue également à l'apaisement ou peut contribuer à l'apaisement de la situation? Il a fait 3 sorties, hein. Au regard de ces 3 sorties médiatiques, vous pensez que ça contribue, ça va dans le bon sens? Je vois, moi, les faits. Tout le monde regrette qu'il se soit exprimé dans un sens contraire aux attentes de la population, qui est mobilisée contre la guerre d'agression. C'est tout. C'est l'impression que vous avez eue ou c'est non, c'est l'impression. Et ça se dit. Interrogez les gens. Je vous interroge, vous. Non, vous avez j'ai dit interroger. Qu'il navigue à contre-courant? Oui, manifestement. Manifestement. Les philosophes disent primum vivere deinde philosophari, c'est-à-dire assurer d'abord l'intégrité du territoire, la protection de nos populations avant de discuter sur la gouvernance. Disons, pour discuter sur la gouvernance et les problèmes que, de toute façon, nous ne pouvons pas résoudre entièrement. Parce que ces problèmes-là, de son temps, ça se posait aussi. Ça se posait aussi.
Le CNDP, c'était dû à quoi? Le M23 de Monteboussi, c'était dû à quoi? Il est parti dans un moment de sommeil de cette rébellion. Mais il n'a pas vaincu la rébellion. La rébellion s'est endormie en Ouganda. Bah ouais, vous ne le disiez pas à l'époque. Merci de nous dire ça maintenant. À l'époque, on était à l'AFP, vous n'avez pas dit ça. Je vous dis ceci. Hein, ceci est non. Ceci est arrivé, on l'a constaté après. Quand le président dit j'ai vaincu, eh bien, on fait des enquêtes, dit non, mais la rébellion était quand même là. Hein? Pourquoi dire qu'on l'a vaincu et la rébellion s'est retirée, entretenue, on va dire, par Museveni, etc., dans l'attente d'une situation prête à exploser. Je ne suis pas là pour condamner quelqu'un, pour défendre quelqu'un. Je suis là pour donner une lecture de l'histoire, telle qu'il apparaît aujourd'hui à la lumière de l'évolution des faits. Quand le président Kabila dit les revendications, par exemple du M23, est légitime, il faut les écouter, n'a-t-il pas raison? Est-ce que notre Constitution n'offre pas un cadre pour les gens qui ont une revendication légitime? Si ce qui est dit, qui a été traîné, etc., est-ce qu'il a mené la rébellion? Pourquoi? Pourquoi? Écoute, soit, moi j'ai le lui accorde. Oui, c'est légitime. Mais pourquoi il n'a pas dit, mais vous avez un cadre, je condamne l'action militaire, même si je reconnais que votre les revendications est légitime. C'est cette absence de condamnation qui met du trouble dans l'esprit des Congolais. C'est cet esprit-là, il faut condamner. Des revendications. On dit, on a souvent tort par la façon d'avoir raison. Et donc, moi je vous attrape, ou vous m'attrapez en flagrant délit de vol, au lieu de m'amener au tribunal, ou tout en m'amenant au commissariat, vous me frappez et vous me blessez. Mais lorsque nous serons au commissariat, on va plus parler de vol, on va parler de coups et blessures. Comme c'est pénal, eh bien, vous risquez d'être jugé et condamné avant même qu'on puisse parler de mon problème de vol. Donc, il faut, lorsqu'on a exercé des responsabilités dans un pays, et que par ailleurs, on a une place éminente dans une institution, il faut savoir, j'allais dire, tenir sa langue. Ah, il aurait dû se taire. Il faut savoir tenir sa langue. On a tellement demandé. Parce que tu vois, je vous donne un exemple. Mobutu n'était pas content de la façon dont il est parti du pouvoir et il connaissait les implications de Mzee. Mais il n'a pas dit, ben, dans ces conditions, impair, eh bien, transformez-vous en mouvement insurrectionnel pour combattre. Vous insinuez des choses graves quand même. Non. Je fais une lecture de l'histoire en fonction. Comme quoi Kabila aurait demandé à un M23. Voilà quoi, c'est un peu ça. C'est toi qui dis qu'il s'agit d'insinuation. Je dis ceci. Mobutu a été chassé dans les conditions qu'on sait. Et qu'il avait un parti, le impair, à qui il pouvait dire, eh bien, mettez-vous en rébellion, prenez les armes. Mobutu n'a soutenu aucun mouvement contre. Aucun. Donc, il avait une certaine vision de sa fonction. Il ne va pas donner de coups en dessous de la ceinture. Il faut éviter de donner le coup en dessous de la ceinture. Et c'est ce que Kabila a fait à Tshisekedi? Mais pourquoi vous voulez vous tirer vos conclusions? On parle de Kabila. Parce que je peux dire que ça, c'est un coup en dessous de la ceinture. C'est un coup en dessous de la ceinture. Kabila, vous dites qu'il aurait mieux fait de se taire, qu'il aurait dû se taire. Mais certains sont en train de nous dire aujourd'hui,
On a un président, Olusegun Obasanjo, un ancien président du Nigeria, qui est souvent cité dans la médiation ici en République démocratique du Congo. On met à contribution les anciens présidents d'autres pays et on refuse à Kabila ce droit-là d'avoir un mot à dire dans le cadre de problèmes qui sont... Vous savez, ici dans notre pays, notre constitution garantit la liberté même à celui qui a perdu la raison. La liberté d'expression. Un fou, on ne peut pas l'empêcher de crier par la Constitution. Donc, Kabila a tout à fait le droit de dire ce qu'il pense. Mais l'opinion nationale a aussi le droit de le juger plus ou moins sévèrement en fonction de ce qu'il a été et de ce qu'on attend de lui dans ces circonstances-ci. Qu'est-ce qu'on attend de lui dans ce cas? Écoutez, pourquoi les gens sont déçus? C'est parce qu'il n'apporte pas un soutien au gouvernement. Il n'apporte pas un soutien à la République, un soutien franc à la République. Parce qu'il dit qu'il y a eu le problème aujourd'hui, là, c'est la mauvaise gouvernance de Tshisekedi qui a abouti. Il le dit pas comme ça, mais la mauvaise gouvernance de Tshisekedi a abouti à la... un exégète de Kabila, je vous laisse la non, je ne suis pas d'accord, on est en train de réfléchir. Parce que... nous réfléchissons, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une part de responsabilité dans la gouvernance de Tshisekedi qui aujourd'hui nous a menés dans cette guerre aussi d'une manière ou d'une autre? Parce que parmi les revendications, il y a notamment la révision, le changement de la Constitution que vous l'avez amorcé. Parlons-en. Parlons-en. La révision de la Constitution. Et c'est un sujet tabou. La révision de la Constitution. On a touché au sacré, on a voulu toucher au sacré. Est-ce un sujet tabou? La révision, le changement... Non, mais je vous dis, la révision de la Constitution, est-ce un sujet tabou? Pourquoi voulez-vous embrigader l'esprit des gens et l'intelligence des Congolais? Parce que à un certain moment... je vous rappelle, vous savez comment on appelle l'imagination? C'est la folle du logis. Vous ne pouvez pas interdire à l'imagination d'imaginer l'inimaginable. Laissez-nous la liberté de penser. Il y a des cadres pour dire que cette liberté-là ne peut pas s'exprimer. Parce que je suis frustré. Maintenant, l'histoire revient. On va, moi, j'étais là lorsqu'il y a eu tractation entre Kabila et Tshisekedi, etc. Et moi, on m'avait promis d'être Premier ministre. Ben maintenant, Tshisekedi n'a pas tenu parole, je prends les armes. Non. Mais quand vous entendez Tshisekedi dire, par exemple, qui peut m'empêcher, moi, président de la République, garant de la nation, de changer, vous dites, oh, mais qui dit à ses opposants, il y a pété? Non, vous les incitez, vous les excitez à aller au-delà d'une guerre, d'une bataille. Il faut faire la part des choses. L'expression est rhétorique. La rhétorique, devant une masse, est différente de la déclaration d'État. Ça. Ah, mais nous, on n'arrive pas à faire cette différence. Laissez-moi. En tout cas, c'est la parole du chef. Vous avez tort. Alors, c'est la parole du chef. Je ne savais pas que vous étiez sacombiste. Non, mais c'est la parole du chef. Parce que c'est Sacombi qui avait dit, la parole du chef vaut loi. Non. La parole du chef ne vaut pas loi. C'est la volonté d'un individu qui s'exprime. Mais la loi, c'est à travers le Parlement, à travers le gouvernement, à travers le Sénat. Si le Sénat avait voté une loi ou le Parlement pour dire que tout propos du chef de l'État a valeur de loi, eh bien, il n'aurait même pas besoin de demander la révision de la Constitution. Il dit, je déclare la révision de la Constitution, voici la nouvelle Constitution, ce serait une loi. Corneille Nangaa dit aujourd'hui, parce qu'on parle de la Constitution, il dit aujourd'hui, s'il n'avait pas pris les armes, s'il n'avait pas enclenché cette guerre-là, on allait déjà réviser la Constitution. Est-ce qu'on ne lui doit pas ce frein qu'on constate actuellement dans ce processus de révision, de changement de la Constitution? Est-ce que le mérite aujourd'hui ne revient pas à Nangaa? Vous savez comment on appelle en psychologie cette déviation intellectuelle? C'est une rationalisation. C'est-à-dire donner à une faute une raison plausible. La Constitution a tout prévu. Vous n'êtes pas content? Eh bien, voilà ce que dit la Constitution. La Constitution n'a pas dit de prendre les armes.
sauf lorsque quelqu'un l'exerce contre la volonté du peuple. Or, lui, il vient pour exercer la volonté, prendre le pouvoir contre la volonté du peuple. Ils ont brandi l'article 64. Et l'article 63. L'article 63 qui donne obligation à tout Congolais de résister à l'agression extérieure. C'est une rationalisation qui est une déviation intellectuelle. Il n'y a pas d'ennemi politique éternel. C'est certain, je crois, il y a une maxime qui dit ça. On a vu Tshisekedi tête à tête se voir avec Kagame. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Tshisekedi aussi se rencontre avec Kabila? Pourquoi pas? Vous avez dit. Il n'y a pas d'inimitié éternelle. Pourquoi? Parce que les hommes politiques se battent sur les idées. C'est l'idée. Et face aux idées, on peut se le... Mais quand vous entendez certains demander la démission de Tshisekedi, surtout au niveau du FCC, de Kabila, vous dites quoi? La République peut continuer sans Tshisekedi aujourd'hui? Ce serait maladroit et malsain. Tshisekedi vous dit, je démissionne. Oui. 90 jours après, il faut organiser les élections. Il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il faut? La transition. Mais c'est violer la Constitution. C'est violer la Constitution. La démission, d'abord, est un acte volontaire. La démission. On est en train de demander à Macron de démissionner, même au niveau du Parlement. Qu'est-ce qu'il dit? Je continue mon mandat. Mais tandis que De Gaulle, à qui on n'avait pas demandé de démissionner, tout simplement, il a dit, comme je n'ai pas obtenu pour ce référendum le taux de résultat que je voulais, je pars. Mais il est parti. C'est une question de dignité personnelle. Au regard de la situation, peut-être que certains devraient avoir cette dignité-là aussi. Mais nous tous. D'autant plus qu'on leur avait légué un pays un et indivisible. Non. Quand on se retrouve 6 ans après avec un pays morcelé, fragmenté, peut-être il faut avoir la dignité et l'élégance de se dire j'ai échoué. C'est un propos excessif que je ne partage pas. Parce que ceux qui nous ont légué ce pays indivisible, ce sont les pères de l'indépendance. Et Kabila Eh bien, aussi. Les pères de l'indépendance. Kabila non, les pères de l'indépendance. Kabila aussi. Je dis, originellement, les pères de l'indépendance. Et ensuite, il y a eu Joseph Kabila. Non. Parce qu'après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la rébellion sur les 3/4 de la République. On s'est battu pour respecter le legs des pères de l'indépendance. Sous l'impulsion de Joseph Kabila. Ah bon? La rébellion mouléliste? Non, mais après, on parle de pardon. Après, ne soyons pas militants. Oh non, en l'occurrence, on est dans les faits, comme vous. Non, ne soyons pas militants. On est dans les faits, je vous fais une lecture de l'histoire. Peut-être que vous ne connaissez pas. Hein? Je vous fais une lecture. Mais si vous avez une fixation. On n'a pas une fixation. Si vous avez une fixation, non. Et puis, je vous explique. C'était pour faire non, je vous dis. Courte, en fait, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis que chaque chef d'État qui vient a l'obligation de maintenir l'État. Voilà pourquoi ils se battent. Vous n'allez pas me dire que les 18 ans de Kabila, c'était un fleuve tranquille. Mais d'où vient le CNDP? D'où vient le M23 Monteboussi? Donc aujourd'hui, Tshisekedi fait face au même type de problème. Pourquoi vous voulez lui imputer? Tshisekedi a été voté justement pour nous faire progresser. Et là, quand j'entends Kabila dire, par exemple, qu'on fait un bond en arrière et que ça doit mettre un stop pour se dire, il nous a pas apporté grand-chose. Vous savez, si c'était pour faire 3 pas en arrière, Tshisekedi nous a rien apporté. Hein. Lorsque un homme politique décide de juger négativement son adversaire, ce n'est pas le meilleur jugement à prendre, si l'on veut être objectif. Mais au regard de fait, on a avancé, écoutez, on a progressé, on a régressé. Écoutez, quand vous êtes arrivé, est-ce qu'on avait progressé ou régressé? Quand Kabila est arrivé, Joseph, est-ce qu'on a... Vous n'avez jamais entendu parler pendant les 18 ans
Des gens qui regrettaient Mobutu? Non, ne fixons pas l'histoire du pays sur un individu. C'est une patrimonialisation de la fonction qui est contre la démocratie et la République. La République, c'est-à-dire, c'est une chose publique qui appartient à tout le monde. Je ne peux pas me prendre cela comme mon patrimoine à moi. Donc on peut exclure aussi personne de cette République. On ne peut même pas exclure notamment Kabila qui a pleinement... Mais personne ne l'a exclu. Son rôle à ma connaissance, personne ne m'a exclu. Mais on est obligé, fonction ancienne oblige, et notoriété oblige, eh bien, on est obligé de suivre tous ces propos et de les interpréter. On est obligé. Et aujourd'hui, la population est perdue. Comment est-ce possible que Kabila ne condamne pas la rébellion? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'il manifeste autant de compréhension à l'action du Rwanda? Comment est-ce possible? Ce sont des questions que l'opinion se pose. Est-ce que vous avez un début de réponse à ces questions-là? Me poser à la question. Non, poser à la population. Non. Moi, je ne suis pas ici le juge de l'histoire. Le juge de la période des 18 ans de Kabila, le juge de la période des 32 ans de Mobutu, de 5 ans de Kasavubu et de 6 ans de Tshisekedi. Je vous dis, je fais une lecture diachronique à partir de tout ce que vous avez dit. Ici, j'ai traversé le temps. Alors, je fais une lecture diachronique. Je dis, chacun a contribué. Mais pourquoi celui-ci n'a pas eu cette réaction-là? Pourquoi? Je me pose des questions. Et vous n'avez pas encore eu des réponses par rapport. Je suis en train de réfléchir. Mais je sais que ça perturbe la sérénité de l'opinion nationale. Et il y a de quoi se poser des questions. Rapidement, on va devoir terminer. Moi, j'aurais bien aimé aller 1 heure, 2 heures, continuer à parler de ces sujets passionnants qui intéressent un grand monde, surtout ici en République démocratique du Congo. Mais on va devoir terminer rapidement avec quelques questions s'agissant du gouvernement de la cohésion nationale. Ça se bouscule pas vraiment au portillon. La main tendue de Tshisekedi n'intéresse pas grand monde, surtout dans l'opposition. Comment vous analysez cela? Ça, je ne peux pas le dire. Ce que ça n'intéresse pas grand monde, je ne peux pas le dire. On regarde les différents communiqués entre guillemets des poids lourds. Parce que le conseiller spécial qui est en charge de prendre des contacts n'a pas fait son rapport, on n'a pas constaté. Mais c'est un moindre souci. Mais qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement? Un gouvernement en soi. Mais c'est un instrument pour exécuter le programme pour lequel le chef de l'État a été voté. Et donc, le chef de l'État peut estimer que je veux marquer cette période par ceci. Aujourd'hui, nous sommes agressés. Il peut dire, bon, je vais mettre un gouvernement des patriotes, des intransigeants, que tous ceux qui ne partagent pas, ou bien il va dire, non, je vais appeler tous les autres, ceux qui veulent participer à cet effort dans ce cadre-là, ils sont libres. S'ils ne veulent pas, on ne peut pas les condamner pour avoir exercé un droit par ailleurs constitutionnel. Mais seulement, qui se gardent alors des jugements à l'emporte-pièce. Qui se garde de jugement à l'emporte-pièce. Une dernière question. Je le disais au début de cette émission, vous avez traversé, vous venez de le rappeler, vous avez traversé le temps, les époques. Est-ce que c'était mieux avant? Ça dépend. Le passé a deux visions. La nostalgie. Je peux dire que mon passé à l'université, c'est la plus belle époque de ma vie. Parce que j'étais irresponsable. À la fin du mois, le gouvernement me donnait la bourse. Je mettais une partie pour les repas et une autre pour la guindaille. Si je voulais aller à Ndjili ou à Matete, eh bien, je me pointais au trafic à 17h. Il y avait un bus tranquille. Par rapport aux responsabilités que j'ai dans la vie, ça exige davantage chez moi. Je peux regretter ce temps-là, cette période-là.
Mais tout comme je peux dire, eh bien, je ne le regrette pas, mais je préfère ce temps parce que je façonne moi-même ma vie. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore réajuster le tir? Est-ce que vous pensez que le meilleur est devant nous? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Sinon, comment on peut faire pour que l'avenir soit meilleur? La meilleure chose pour cela, il faut entretenir l'espoir. Car pour celui qui a l'espoir, la vie est moins difficile. Pour celui qui a l'espoir, la vie est belle. Vous nous appelez au populisme, là. Vous êtes contre la pensée philosophique. C'est pas du populisme. C'est pas du populisme. Je vous dis, c'est un principe que moi j'applique. Je dis, en des moments de désespoir ou de compliqué, je dis, j'espère en sortir. Pourquoi on invoque Dieu quand on est dans les difficultés? C'est pas populisme. C'est pas du populisme. On dit, oh mon Dieu, venez à notre secours. C'est pas du populisme. Et cela ne vous empêche pas, par ailleurs, de vous battre pour sortir de ce mauvais pas. Donc, on retient qu'on a intérêt à espérer, à continuer d'espérer et à ne pas désespérer que l'avenir de la RDC sera meilleur, grandiose. Parce que l'espoir signifie l'engagement de chacun pour que cet avenir soit meilleur. L'avenir meilleur ne se fait pas en un jour. C'est un trajet que chacun amène petit à petit. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de ce passe d'armes philosophico-politique. Mais j'espère qu'il a plu énormément à nos nombreux téléspectateurs, internautes qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre, que ce soit sur B1, mais également sur notre chaîne YouTube, Élysée Odia TV. Mais si vous permettez, je voudrais, en une minute, Doha, ce n'est pas la fin de l'histoire. Doha ouvre une nouvelle perspective. Ça, il faut le retenir. Deuxièmement, les victoires diplomatiques ne sont pas éternelles. Nous devons tout faire, nous les Congolais, pour les sécuriser, pour que cela dure le plus longtemps possible au bénéfice de notre pays. Voilà. Je vous remercie d'avoir ajouté ces précisions. C'était important parce que certains risquent de dormir sur l'oreille en disant « mais tiens, on a des victoires diplomatiques, donc on peut dormir calmement pensant que le reste se fera de soi-même. » Non, il faut travailler, mais continuer d'espérer, comme on l'a dit tout à la fin de cette émission, espérer que tout va aller pour le mieux. On se dit au revoir à très très bientôt et comme je le rappelle ces derniers temps, si vous ne venez pas vers nous, on viendra vers vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes ou un excellent moment d'écoute de nos différentes émissions. Comme je l'ai dit, vous pouvez retrouver et sur B1, mais également et sur notre chaîne YouTube, Élysée Odia TV. N'oubliez pas de vous abonner. On se dit au revoir et à très très bientôt.